Bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Bénibus. Vous avez vu, j'ai fait ma petite voix. Bonsoir. Ah oui, mais ça vous va très bien. Oui, c'est bon. Pourtant, d'habitude, on vous appelle la préfète, on n'imagine pas une petite voix pour une préfète. Pas. C'est Françoise de Gois qui m'a nommée préfète, c'est pas pareil. Je pense que ça a été un tabac, un carton plein pour les auditeurs. Moi, je pense qu'on va faire un sondage, je pense, sur Cécile de Bénibus serait-elle bien en tant que préfète. Absolument. Je suis sûr que c'est hors norme, en fait. On a des résultats... Dire que ça fait un tabac, je trouve ça un peu fumeux. Ceausescien. Oui, c'était la vanne pour commencer. Non mais c'est la méchanceté. C'est la méchanceté qui le nourrit. Non mais vous voyez le niveau de la vanne surtout. Oui. Excusez-moi, mais ça s'appelle l'empathie, se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Françoise, en même temps, ce sont les vraies voix. Hein. On n'est pas non plus. On n'est pas dans une conférence interministérielle. Hein, je vous le dis tout de suite. Internationale sur la littérature. Non, on sait pas. Tout peut arriver, on sait jamais. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, vous souhaite la bienvenue. La conférence, comment elle tournerait. Avec Françoise de Gois qui est avec nous, Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus. Bonsoir Farid Temsamani. Bonsoir Cécile. On est ravis de vous accueillir. Ah oui, c'est super. Domenico Cotron est avec nous, expat des United USA. Bonsoir tout le monde. Good evening. Bonsoir. Et futur journaliste. On en est où On continue. On persévère. D'accord. Ouais. On reprend ses études ou On reprend ses études. C'est bien, c'est bien, j'adore. À 45 ans, c'est beau. C'est beau. Vous faites plus. J'ai fait ça tous les deux. Sur ce, les vraies voix, passez une très bonne soirée. Merci. Ça, on est la station du rugby, ça s'appelle un plaquage cathédral. C'est ça. Bon, ça va. Je plaisante. Un cadrage débordement. Bien entendu. Ah non, là, c'est plaquage cathédral. Non, mais nous sommes d'humeur. Absolument. On est cabotin, vous savez. Allez, en tout cas, ce numéro de téléphone, c'est Zach derrière, au 0826 300 300. Avec au sommaire, plus sérieusement, on va revenir sur la mort du militant nationaliste Quentin Derenc à Lyon. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, accuse LFI, je cite, d'encourager depuis des années un climat de violence et engage la responsabilité lorsque l'on glisse un bulletin LFI dans l'urne. Et on vous pose cette question, est-ce que LFI va payer dans les urnes la mort de Quentin ? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 71%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je crois que ça ne se verra pas dans les urnes aux prochaines municipales. Farid, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je suis comme Philippe, je pense que ça ne se verra pas. Et j'expliquerai pourquoi. Domenico ? Et malheureusement, non, ça se verra pas non plus. Françoise de Gois ? Moi, je pense que ça se verra. Et la question du soir, à 18h10, près de 60% des Français préféreraient une baisse d'impôts et des prélèvements sociaux, quitte à réduire les prestations fournies gratuitement par l'État. Et on vous pose cette question, préférez-vous payer moins d'impôts ou avoir plus de services publics ? Eh bien, vous dites à 76% que vous préféreriez payer moins d'impôts. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je le dis, je veux moins d'impôts et plus de services publics. Et c'est possible. Domenico ? Eh bien, à l'inverse, je veux moins d'impôts et moins de services publics. Vous nous expliquerez. C'est un fouet, là. Mais je vous remercie d'avoir ramené Françoise un fouet. de Gois. Moi, plus d'impôts pour les gens qui peuvent en payer plus, pour plus de services publics et en mieux. Farid Temsamani. Moi, je veux plus de services publics et beaucoup moins d'impôts. Ah là, c'est ça. Voilà, les grands esprits. Allez, soyez les bienvenus. Et à 17h50, le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Et aujourd'hui, je vais dire, comme d'habitude, c'est la folie, écoutez. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour le véhicule à vendre. Je vois dans le titre, il y a marqué voiture HS mais roule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est endommagé mais que tu n'oserais pas, mon copain. Ça s'appelle une épave. Pourquoi vous avez dit ça en me regardant ? Le 0826 300 300 avec cette question du jour, est-ce que LFI va payer dans les urnes la mort de Quentin ? Eh bien, vous dites tout à 71%. Les deux groupes, d'extrême droite et d'extrême gauche, s'étaient-ils donné rendez-vous dans cette rue ? S'agit-il d'un guet-apens ou se sont-ils rencontrés par hasard ? L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de la mort de Quentin, militant identitaire de 23 ans. Ça a commencé vraiment avec deux groupes qui s'affrontaient, vraiment deux groupes qui se faisaient face-face, d'une vingtaine de personnes à peu près par groupe. 3 jeunes sont roués de coups. L'un d'eux va rester au sol. Faut appeler un chat, la France Insoumise,
encourage depuis des années maintenant un climat de violence. Il y a donc vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise. Les vraies voix Sud Radio. Et ça vous fait réagir au téléphone 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Stéphane est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Stéphane, bienvenue sur Sud Radio. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que selon vous, la France insoumise va payer, en tout cas c'est ce qu'il se passe dans les urnes avec la mort de Quentin ? Eh bien, j'aimerais faire une réaction en plusieurs points, si vous me permettez. Je vous en prie. Le premier qui est anecdotique, c'est que ça va dépendre du travail des médias, en grande partie. La deuxième réaction que j'ai, c'est je suis un peu atterré par la première réaction du personnel politique de LFI. C'est-à-dire qu'ils ont condamné ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé est complètement innommable. C'est-à-dire que c'est pas une condamnation qu'il fallait, c'est juste, c'est dire tout simplement que ces gens qui peuvent faire des choses comme ça sont des animaux, ce sont pas des, c'est pas humain en fait, c'est pas une simple condamnation. Donc je pense qu'ils auraient dû aller un peu plus loin et s'extraire de cette sorte d'inhumanité. Ça, c'est ma deuxième réaction. C'est-à-dire, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment, ils ont fait vraiment le service minimum sur ce qui s'est passé. Deuxième chose, c'est de replacer un peu ce qui s'est passé dans son contexte. Et c'est pour ça que je pense que LFI ne sera pas sanctionné dans les urnes pour ce qui s'est passé. C'est-à-dire que finalement, on a une confrontation entre deux groupes extrémistes, de gauche et de droite, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui se font face et qui s'affrontent. Et finalement, il y a un décès. Il se trouve que le décès, eh bien, c'est une personne c'est pas un groupuscule. Enfin, je connais pas trop l'association, mais je crois que ce sont des personnes assez proches de l'extrême droite qui reste à terre, qui se fait détruire en fait. Mais si on reprend le contexte, ça aurait pu être l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait pu tout à fait avoir, si c'est les gens d'extrême droite qui avaient pris le dessus, il est tout à fait possible, voire probable que un des gars de gauche se soit pris un coup de pied dans la tête. Ça aurait pu se passer aussi de la même façon. Donc il n'y a pas de lieu. Et comme j'étais outré par la réaction de LFI, je le suis aussi par la première réaction qu'on entend dans les médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de rapport. Il y a un rapport effectivement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des proximités idéologiques, mais c'est l'extrême de l'extrême, la partie inhumaine de cet extrême qui fait très très mal en fait. Mais cette chose-là, on la trouve également à l'extrême droite. Bien sûr. Donc finalement, il y a un lien qui est fait, qui n'a pas lieu d'exister, qui est une manipulation. Enfin, pas une manipulation, mais une exploitation qui est pas très jolie dans les circonstances qu'on connaît maintenant. Et la troisième chose, c'était un peu de replacer tout ça dans un contexte un peu plus large. Et moi, ça me rappelle alors, il se trouve que j'ai fait un mémoire en Italie sur la concentration industrielle et le fascisme. Ça s'appelait Fascismo e Concentrazione Industriale. Et en fait, quand on étudie, on regarde l'histoire, on se rend compte que finalement, il y a des temps dans l'économie, des temps où, en fait, c'est un peu le système capitaliste qui veut ça. Allez, il nous reste 20 secondes. Oui, je vais essayer de me dépêcher. Il y a un process assez naturel qui tente à diminuer les marges. Et puis finalement, la conséquence, c'est une concentration industrielle qui se fait. Alors là, c'est plus de concentration industrielle. On est dans un temps où on parle de concentration financière. Et donc concentration qui se fait au détriment de la population. Et à mon avis, on en est un peu là. C'est-à-dire que vous avez 50% de la population qui a du mal à manger et vous en avez 15% qui crèvent la dalle. En gros, c'est un peu ça. Et d'un autre côté, vous avez des marges qui sont de plus en plus faibles, mais sur des montants qui sont de plus en plus importants. Et quand c'est comme ça, c'est insoutenable. On est dans des situations politiquement insoutenables. Et qu'est-ce qui se passe ? On a une polarisation. Et il se trouve que généralement, quand on en est là, eh bien le marché, il préfère la droite, voire l'extrême droite. Et je crois qu'on en est exactement à cet endroit-là. Grazie mille. Resta con noi. On revient dans un instant. À tout de suite. Parla molto benito. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette table aujourd'hui, Françoise Degois, Farid Tensamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers, Domenico Cotron, qui est un expatrié des États-Unis en tout cas, et qui veut devenir journaliste, et on lui souhaite de le devenir assez rapidement. Et on revient sur cette question du jour: est-ce que la France insoumise va payer dans les urnes la mort de Quentin ? Alors, moi... Ah, pardon. Si, vous pouvez répondre. Moi, je pense qu'ils ne le paieront pas dans les urnes. C'est malheureusement pas le premier drame qu'il y a lors de... Même si c'était pas pendant un collage de campagne électorale.
Je me souviens de mémoire, en 80, il y avait eu 2 colleurs d'affiches RPR qui avaient été tués par arme à feu. Il me semble que c'était un militant PC, ça n'avait pas coûté dans les urnes. À Croissy-sur-Seine, je crois que c'était en 86, un type avait été tué à coups de couteau par un militant du FN. Ça n'avait pas coûté de voix au FN. Et il y avait eu Ibrahim Ali qui avait été tué. Ibrahim Bouram, c'était pas en campagne électorale, là, c'était en marge d'un défilé. Je pense que ça ne joue absolument pas sur les résultats dans les urnes. Parce que je pense, alors surtout aujourd'hui, où plus que jamais, les idées sont hyper polarisées et hyper, je dirais, sectaires. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les réactions sur les réseaux sociaux pour comprendre qu'on est vraiment dans un pays, mais je ne sais pas si dans notre histoire on a déjà été aussi fracturé. Muriel de Béziers est avec nous au 0826 300 300 et après on fait réagir nos vraies voix. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et à toutes, pardon. Bonsoir. Bienvenue, on vous écoute Muriel. Ben écoutez, alors moi déjà je suis pas extrémiste de gauche ni extrémiste de droite. Je suis aux Républicains et je suis outrée d'entendre les commentaires de Mélenchon sur parce qu'il y a quand même eu un meurtre, puisque hier j'ai écouté le procureur de Lyon. Voilà, oui. Le procureur qui a bien détaillé les choses. C'est bien un meurtre, ça a été requalifié. Là, le Premier ministre demande à LFI de bien vouloir se mettre de l'ordre dans ses rangs, parce que je pense qu'eux, ils veulent, de toute façon, LFI cherche la révolution. Voilà. Ils veulent foutre le gouvernement, la France par terre, c'est la prise de la Bastille, etc. Voilà, c'est mais vous l'entendez, Mélenchon, ça vous interpelle pas quelque part? Alors, on va vous faire écouter un petit mot sur Jean-Luc Mélenchon. Enrôlez-vous dans les associations antifascistes, participez à leur combat, maîtrisez la force que vous incarnez, opposez-leur votre détermination absolue. Vive la France, vive la République. Françoise Legoin. Oui, bien sûr. Moi, je pense que Mélenchon a tout faux, mais c'est volontairement qu'il a tout faux. C'est vrai qu'il a une première réaction qui est une réaction sans un mot pour Quentin et qui est une réaction victimaire. C'est-à-dire que on nous attaque et parce qu'on nous attaque, nous sommes attaqués, nous sommes menacés. Donc, c'est une stratégie. On va parvenir. J'ai pas envie de refaire qui, quoi, comment, où. En l'occurrence, ce jeune homme avait 23 ans. Qu'il soit nationaliste ou pas, il n'avait pas à mourir sur un trottoir, tué par une bande de nervis d'extrême gauche. Point barre. Il n'y a aucune discussion là-dessus. C'est pas la peine de sortir que le RN, les ligues d'extrême droite ont tué, l'extrême gauche et quand et comment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui cela. Je suis d'accord avec Philippe sur la polarisation extrême qui fait que nous ne pouvons plus vivre ensemble, on peut même plus discuter en fait ensemble. Et je crois, contrairement à Philippe, par contre, que LFI va payer cela dans les urnes. Ils vont les payer. C'est pas la... J'ai rien dit. Non, je vois Domenico qui fait là. Ils vont les payer, je termine, ils vont les payer véritablement, vous allez voir au municipal, parce que ce qui va s'enclencher, c'est le vote utile, en réalité. C'est un vote utile et c'est pas un vote. Donc, il y a le noyau habituel qui est peut-être de 4 ou 5% qui va rester, mais vous allez voir qu'LFI va payer, ils rateront complètement leur municipal. Ça, c'est le premier point. Ils seront même pas en mesure, je pense, de faire du chantage et au Parti Socialiste et au Vert, à gauche en tout cas. Et deuxièmement, je pense que Jean-Luc Mélenchon va le payer dans sa candidature à la présidentielle. Il y a une chose qu'il ne mesure pas, c'est la frayeur qu'il provoque désormais. Je pense que la peur est en train de s'installer. On savait Mélenchon, grande gueule, très forte personnalité, extrêmement cultivé, très bon débatteur, vraiment un historien. C'est probablement le meilleur d'entre nous. Le dernier tribun de la politique française. C'est le meilleur de tout le personnel politique en termes. Mais la réalité, c'est que maintenant, la peur s'est installée sur lui. Ça, j'en suis sûr. Farid Demsamani. Françoise a commencé son propos en disant effectivement à 23 ans on n'a pas le droit de mourir, en France en tout cas, pour ses idées. Moi ça me révolte. Et même à 40 ou 50 ans. Et quel que soit l'âge effectivement, mais moi ça me fait penser à mes étudiants. On va pas revenir sur Lyon. L'histoire de Lyon, le fait qu'il y ait une polarisation notamment, toujours, bien sûr, qui est pas nouvelle en réalité. Là où
pour revenir à la question, est-ce que la France insoumise va le payer dans les urnes? J'ai envie de vous dire, bien sûr qu'elle va le payer dans les urnes. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, d'une certaine manière, parce que historiquement, on avait l'habitude... Mais vous avez dit non tout à l'heure. J'ai pas fini mon propos. Il a changé d'avis. Pas du tout, je n'ai pas changé. J'ai pas changé, mais j'ai pas fini mon propos. Donc si vous me laissez terminer, peut-être que je vais aller jusqu'au bout. En réalité, potentiellement, ils vont perdre. La difficulté, c'est que ça va, d'une part, consolider l'électorat classique de la France insoumise, et je suis bien placé pour le dire que, notamment dans les quartiers populaires, parce que le discours de la gauche, pas que de la France insoumise d'ailleurs, depuis quasiment Mitterrand, c'est justement la victimisation, notamment sur la lutte contre le racisme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous avez une partie des gens qui n'avaient pas l'intention de voter, qui s'abstiennent ou qui sont complètement déçus, qui vont aller voter pour la France insoumise. Contre elle. Vous allez voir une partie contre elle, probablement, ça dépend où on se place. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que là où une partie de la gauche dénonce la France insoumise, moi, ce que je remarque, c'est que dans un certain nombre de départements, elle s'allie avec la France insoumise. Si je ne prends que la Seine-Saint-Denis pour bien connaître ce département-là, en réalité, ils sont déjà alliés dans un certain nombre de communes et dans un certain... Mais je peux vous citer un certain nombre. Sevran, par exemple. D'accord. La France insoumise, elle est bien. Saint-Denis, la Courneuve. Mais Saint-Denis, c'est pas la Seine-Saint-Denis. Et Aubervilliers. Ben voilà, c'est pas. Mais tout ça, c'est pas la Seine. Il y a combien de communes en Seine-Saint-Denis? Il y en a 40. Ben voilà. Oui, donc, sur les communes l'immense majorité des communes en Seine-Saint-Denis, le Parti Socialiste par exemple, et les écolos sont déjà alliés avec la France insoumise. Donc ça, c'est une réalité. Alors, maintenant, là, vous avez séparé aussi en Seine-Saint-Denis. Non. J'ai parlé du département de la Seine-Saint-Denis. Non, mais écoutez, les principales villes, ils partent à la bataille. Ça dépend ce que vous appelez les principales. Saint-Denis, c'est une ville principale. La Courneuve, c'est une ville principale. Mais ça n'est pas que toute la Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai des exemples où c'est pas le cas. C'est Sevran, mais c'est bien beau. C'est bien beau. C'est pas que Sevran. Ça n'est pas que Sevran. Allez. Et je vais rejoindre Farid personnellement là-dessus. Pour moi, ils vont pas le payer pour la bonne et simple raison que oui, les autres partis de gauche vont s'allier avec LFI. Je vais vous donner déjà deux personnalités qui ont déjà parlé. C'était Aurore Lalucq, la députée européenne qui est du côté de Monsieur Glucksmann, et Grégory Doucet, pourtant déjà maire de Lyon, qui a dit ouvertement à la fin du premier tour, on fera le bilan. Et on verra s'il y a une possibilité d'alliance ou non. Pas dit ça du tout. Aurore Lalucq n'a pas dit ça hier soir, ce matin, pas du tout. C'était hier soir. C'était hier soir sur France Info. Elle a même dit qu'elle voterait pour une chèvre. Si contre le RN. Oui, bien sûr, mais ça c'est la règle absolue de la gauche. Donc ça veut dire que LFI, si demain est opposé au RN, Madame Lalucq votera LFI. Mais il n'y a aucun endroit en France aujourd'hui. Je vais fermer sur les municipales. Je voudrais qu'on arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a pas d'endroit au municipal où LFI peut être opposé au second tour au Rassemblement National. Il n'y en a pas. Par contre, il peut y avoir des partis de gauche qui peuvent être en face ou du RN ou d'un autre candidat de droite, et pour pouvoir passer, avoir besoin de la réserve de droit de voix de LFI. LFI, écoutez, je voudrais vraiment être clair, on en parlera tout à l'heure dans mon seul contre toutes. LFI a été très clair. Sophia Chikirou à Paris a dit il est hors de question que Paris reste socialiste. Donc ça veut dire que LFI, comment vous pouvez transformer la réalité? LFI part séparer à ses municipales pour faire perdre le Parti socialiste. Et on peut raconter n'importe quoi, dire mais non, c'est pas vrai. Ça c'est la réalité. Là, je suis d'accord avec Françoise. Je l'avais dit d'ailleurs une fois à Bruno Pomar, qui était assis à la place de Farid. Je pense que dans ces municipales, LFI a un objectif, faire perdre au maximum. Eh ben moi, j'en suis pas convaincu. Faire perdre un maximum de villes à la gauche. J'en suis absolument convaincu, pour marquer leur terrain à 13 mois des présidentielles, parce qu'on sera à 13 mois des présidentielles. Moi, je suis pas convaincu qu'ils y arrivent pas. Non, moi je pense qu'il y a pour moi, il y a une autre logique. La France insoumise n'existe pas, notamment au Sénat. Pourquoi? Parce qu'ils n'existaient pas lors des dernières... Non, c'est pas qu'ils n'existaient pas, ils existaient, mais en tout cas, ils étaient beaucoup moins présents aux dernières municipales. La réalité, c'est que le seul objectif, il est purement électoral, c'est d'avoir un certain nombre de conseillers municipaux pour pouvoir éventuellement avoir des sénateurs demain au Sénat. C'est la théorisation de Mélenchon pour éviter de reconnaître le 22 mars qu'ils ont pris une tôle magistrale. Ils ont envoyé leur plus grand bretteur à l'assaut des villes socialistes.
Chikirou à Paris, Delogu à Marseille, Picmal à Toulouse, ça marche pas. Donc ils vont théoriser en disant on s'en fout, on a des conseils municipaux. Jamais. Allez les enfants, merci beaucoup. Dans les grandes villes, c'est sûr. Allez, continuez à nous appeler au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, l'info en plus. La France bat son oui, pardon. Mais je voulais juste annoncer la France bat son record de médailles aux Jeux d'hiver. Ce sera avec Frédéric Brindel. En attendant, effectivement, vous avez raison. Seul contre tous dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bus. Comme chaque ce jour de la semaine, une table chatoyante. Françoise Degois. J'adore, c'est beau. Elle a des lettres quand même, la préfète. Mais vous entendiez le contraire? La préfète. Non mais ça me... Elle essaye de se rattraper là. Je peux vous dire qu'elle rame tellement fort qu'elle pourrait déplacer le porte-avions Charles de Gaulle. Là. Françoise ouais. Non, mais ça, moi, elle me va bien comme ça. Voilà. Non, je l'adore en préfète. J'adore qu'elle soit préfète. Madame Macron, si vous nous entendez, nommez-la préfète. Je ne sais pas d'où. Non, c'est pas elle qui nomme, c'est son mari. Pas... Mais oui, mais on s'en moque. Bah, écoutez, vous voulez qu'on appelle? Appelez-moi l'Élysée. J'adore la fille qui appelle tout le monde dès qu'elle voit un truc. Donc bref, Françoise Degois, je disais, Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers, et Domenico Tron, expat et futur journaliste, et ça on adore, on est très content. En attendant, ça va râler tout de suite avec Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et on va démarrer par qui? Qui c'est qui veut commencer? Tu veux commencer, Philippe David? Moi, je veux bien commencer. Pourquoi je vous tutoie tout à l'heure? Je suis hyper choqué que vous m'ayez tutoyé. Vous n'avez jamais fait ça vous n'avez jamais eu cette familiarité. En antenne, je vous appelle Monseigneur, donc je ne peux pas vous... Donc, Votre Altesse. Ah ouais. SAS, Philippe David, il faut fermer l'Institut du monde arabe, et puis c'est tout, vous dites? Oui, alors, Jack Lang a fait son pot de départ, a priori. Bon, je sais pas s'ils vont payer les boissons, parce qu'a priori, il y avait un traiteur libanais qui s'appelle Noura qui se plaignait des impayés de l'IMA. Et quand je vois les rapports de la Cour des comptes qui ont été faits sur l'Institut du monde arabe, parce que c'était très bien au début, ça a été créé il y a 44 ans, en 1982, parce que les pays arabes payaient leur quote-part. Puis il y en a de moins en moins qui ont payé, puis plus du tout. On est les seuls à payer. Donc, comme ça coûte quand même beaucoup d'argent, que la Cour des comptes a trouvé beaucoup par dire, ben moi je dis que, sachant qu'on cherche des économies, écoutez, pourquoi ne pas fermer l'Institut du monde arabe? Parce que quand je vois ce que va prendre la présidente en revenus, plus les autres, parce que ça fait partie des fromages de la République, comme le tunnel du Mont Blanc, je vais pas tous les faire tant il y en a, parce qu'il faut bien pouvoir recycler les copines et les copains. Je me dis, écoutez, l'Institut du monde arabe, je sais pas le dire en arabe, je vais le dire en espagnol, afuera. Afuera. Moi, je suis pas d'accord, parce que d'abord, c'est Jack Lang qui s'était fait voter un salaire exceptionnel de 10 000 euros. Je trouve que celle qui va lui succéder va peut-être il garder revendique 5 000 et quelques euros. Je suis pas sûr. C'est une diplomate, a priori, c'est Anne-Sophie Legendre. Je pense qu'elle est détachée du Quai d'Orsay, donc elle a déjà son salaire de très haut fonctionnaire. Donc je pense que tout le monde serait bien inspiré pour renoncer au moins à ce salaire. Et je suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que dans ce monde complètement polarisé dont vous parliez, c'est une chose sur laquelle nous sommes d'accord depuis longtemps, vous et moi. Je pense que dans ce monde-là, il ne faut surtout pas toucher à ce qui crée des liens avec la culture. Je veux bien qu'il soit de bon ton de dire que c'est un fromage, une cache, etc. Mais ça n'est pas le cas. L'Institut du monde arabe, ça permet déjà de s'ouvrir vraiment à une civilisation. Ça permet aussi d'avoir une capacité à modérer, à réguler les tentatives de l'islamisme radical. Dans l'islam, il n'y a pas que l'islamisme, il n'y a pas que le frérisme, il y a aussi, comment dirais-je, un islam éclairé. Il y a un islam qui explique le monde. Il y a un islam qui vit avec les autres nations, entre guillemets humaines, en tout cas qui vit avec l'humanité. Et moi, je pense que l'Institut du monde arabe fait partie de ces institutions qu'il faut certes réformer, mais qu'il faut garder, parce que c'est par la culture et l'éducation qu'on s'en sortira. C'est certainement pas par l'éradication de la culture et l'éducation. Farid, moi, je pense qu'il faut distinguer l'Institut du monde arabe de Jack Lang, clairement. Même s'il est à l'initiative, sous feu, François Mitterrand. L'homme et l'artiste. Mais oui, mais pourquoi? Parce que, très fort, hein, quand même. Parce que c'est au-delà du pont. En réalité, c'est un outil soit scientifique, soit de diplomatie. On a beaucoup évoqué, notamment, pas plus tard qu'ici, notamment les chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui relie encore les chrétiens d'Orient à notre pays? C'est notamment, potentiellement, ce type d'élément qui est l'Institut du monde arabe, pardonnez-moi. Donc, moi, je suis pas pour. Je suis pour que c'est un meilleur impact.
Et je suis très étonné, par exemple, que on n'ait pas, alors c'est peut-être dû à son président, mais qu'on n'ait pas fait appel à l'Institut du monde arabe, par exemple pour le Louvre d'Abu Dhabi. Par exemple, alors que ça aurait pu être quelque chose de... C'est le Louvre là qui n'a pas voulu. Je pense pas, je suis sûr. Mais même, hein. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait potentiellement une politisation justement à la tête de l'Institut du monde arabe. Moi, je suis pour que ça puisse exister. Je suis pour que ça puisse avoir un véritable rôle d'un point de vue de la civilisation, tout ce que l'on veut. Mais par contre, il faut une meilleure gestion. Il faut arrêter avec la gabegie, parce qu'il y en a eu, même avant Jack Lang, et surtout malheureusement avec l'ancien président. Domenico. Eh bien, je vais partager l'avis de mes confrères ce soir. Et pour une fois, je vais être contre vous, Philippe. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il faut le garder pour, comme disait Françoise, pour la découverte de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Prenez l'exemple. Personnellement, je n'y suis jamais allé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais y aller. C'est quelque chose que je veux faire avec mon fils. Il faut y aller, hein, c'est incroyable. Voilà, pour vraiment découvrir ces choses-là. Et je pense que si on n'avait plus cet institut, à la découverte, on va dire, du monde arabe, justement, je ne pourrais pas le faire, à moins de partir à l'étranger, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'important à garder. C'est bien, tout le monde était contre moi, c'est la preuve que j'avais raison. Non, mais c'est la rubrique s'appelle Seul contre tous. Extraordinaire, c'est-à-dire qu'on découvre vraiment la civilisation arabe. Tout le monde oublie que si on sait compter, c'est parce qu'il y a un très grand mathématicien qui était arabe, qui a inventé le zéro. Non, mais je veux dire, on se rend pas compte qu'à l'époque où nous traînions dans des charrettes et nous étions puants, nous l'avions une fois par an, et bien dans les bains de l'Alhambra, et bien le sultan de l'Alhambra en Andalousie se lavait tous les jours. Enfin, je veux dire, la civilisation arabe, au sens très large, est exceptionnelle. Je dis pas qu'elle est supérieure à nous ou inférieure, mais il faut en tout cas, vraiment... il y a de très belles histoires à raconter aussi. Vous aimez, vous avez aimé. J'ai adoré, moi, j'ai adoré. Super. Absolument. Puisque Françoise, puisque vous êtes là, et on va vous donner un truc à faire. Vous dites que la gauche va écraser LFI au municipal. C'est un peu la suite de notre sujet, pardonnez-moi. Donc je vais c'est la phase B, comme on disait à l'époque des 45 tours. Et souvent les phases B qui devenaient des succès contre toute attente. Absolument. C'est vrai. Et alors, des années plus tard, mais oui, quand même. Des années plus tard. Donc oui, je pense véritablement, je suis en train de regarder un petit peu, de faire le tour de l'endroit où la gauche, c'est-à-dire généralement le PS, les Verts et le PC sont associés, et où LFI part seul, eh bien c'est quand même assez criant de voir qu'il y a une intelligence en fait des électeurs. C'est pour ça que je pense en plus que LFI sera sanctionné pour ce qui se passe, sa réaction à la mort de Quentin, ses réactions très virulentes, parce que je me rends compte que vous prenez par exemple Toulouse, c'était inimaginable. François Briançon fait quasiment maintenant François Briançon, c'est le tête de liste de la gauche. De la gauche. Que tout le monde ne connaît pas les candidats. Fait quasiment jeu égal maintenant avec Jean-Luc Boudac et LFI, Picmal qui devait casser la baraque, reflux semaine après semaine, jour après jour. Ils étaient à 22, ils sont à 19, etc. Paris, c'est pareil. Sophia Chikirou devait casser la baraque. C'est quand même l'union de la gauche, même si c'est difficile, gauche et CCS, qui est en tête avec Emmanuel Grégoire. Je peux prendre évidemment la Trottmann mania. Alors la renaissance de Catherine Trottmann à Strasbourg, là, personne n'aurait pu miser un copec là-dessus, mais elle est largement en tête. Amiens, c'est la même chose. Saint-Étienne, c'est la même chose. Je peux les aligner les unes après les autres. La stratégie de vouloir partir seul, en réalité, et je pense vraiment qu'il y a une dimension. Il y a que Roubaix, qu'à mon avis, David va gagner assez facilement. Mais vous voyez quand même qu'il y a une volonté de l'électorat, de la masse de l'électorat social-démocrate, social-écologiste, cette masse qui véritablement revient, comme la rivière revient dans le lit. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon fait des scores exceptionnels parce qu'il bénéficie du vote utile. Moi, la première d'ailleurs en 2022, parce que Anne Hidalgo n'a pas beaucoup de chance et qu'on veut projeter un candidat de gauche et qu'il n'est pas le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui. Mais je veux dire par là que la social-démocratie, elle se reconstitue, et elle se reconstitue au détriment de LFI pour ses municipales. Voilà. Farid, Thème Samani. On va le voir très rapidement. Puisque effectivement les sondages, au-delà de l'élection du 15 mars, les premiers sondages qui vont sortir là ce week-end notamment, on va voir si effectivement la théorie de Françoise tient la route ou pas. Là où Françoise a probablement raison, c'est que on sent en tout cas qu'il y a aujourd'hui un clivage. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis, parce qu'en réalité, là où c'est encore possible, là où ils n'ont pas le choix, ils peuvent le faire. Mais on sent que sur un certain nombre de villes, en fait, le Parti socialiste au sens large et les écolos et même c'est brisé. Voilà, c'est brisé. On peut plus revenir en arrière. Non. Mais
Pour moi, jusqu'à quand ? Parce que en termes de communication, le storytelling, on est capable de le modifier. Effectivement, l'élection présidentielle approchant, normalement, Jean-Luc Mélenchon sera candidat. Il y aura un candidat contre lui. Et il y aura forcément un candidat contre lui. Et la vraie bataille, elle sera là. Elle y sera donc. Elle y sera. On verra. Mais les premiers sondages de ce week-end nous diront si Françoise a raison ou pas. Non, mais il y a beaucoup de sondages déjà qui sont sortis. Non, mais là, c'est trop. Par rapport aux réactions de la France Insoumise par rapport à cet assassinat. Vous avez raison. C'est encore tout frais. Et on va voir déjà ce week-end. Si ça va basculer en tout cas. Je pense pas, moi, que. Je pense pas qu'il y ait vraiment une rupture entre cette gauche social-démocrate et LFI. Elle est de façade. Parce que, comme je disais tout à l'heure, oui, au premier tour, ils vont partir divisés, il n'y a pas de problème. Mais au second tour, c'est à ce moment-là que, justement, cette rupture, on va voir qu'elle n'existe pas. Parce qu'ils auront besoin, cette gauche social-démocrate aura besoin de la réserve de voix LFI, ou inversement, LFI aura besoin de cette réserve de droit de voix de la gauche social-démocrate. Pour moi, je le vois comme ça. Alors, au premier tour, effectivement, je pense que la gauche, l'union de la gauche sera supérieure à LFI. C'est le principe d'une union, c'est d'être plus fort que les autres qui sont tout seuls. Mais je pense qu'au second tour, il y aura forcément une alliance parce qu'ils ont besoin. On l'a vu aux dernières élections législatives où il a fallu qu'il y ait ce NFP et que tout le monde soit uni pour pouvoir avoir des députés, plus après aller chercher encore d'autres voix de la Macronie, etc. Alors, Philippe. Alors moi, je vais répondre à François. Je vais pas faire toutes les villes de France parce qu'on a quand même beaucoup. Vous parlez de la Trotman Mania à Strasbourg. J'ai de la famille à Strasbourg, je connais un petit peu Strasbourg. C'est surtout, les gens ne veulent plus de Barséguian qui était maire écologiste, parce que ça a été une catastrophe. Et je pense que c'est pour ça que la gauche social-démocrate avec les écologistes va se planter, parce qu'à Lyon, Grégory Doucet est pas franchement donné gagnant les sondages. Non mais c'est pas nous, enfin ça c'est les villes conquises par les Verts. Oui, mais justement les Verts, les Verts. On n'est pas unis là, on s'en fout. Nous. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que la gauche va surclasser LFI, moi j'en suis pas du tout convaincu. C'est évident. Parce que déjà les villes écologistes, à mon avis, vont perdre beaucoup de villes. Donc je disais Strasbourg, je disais Lyon, Poitiers a priori. Alors c'est pas une très très grosse ville, mais c'est pas très bien parti. Je sais Mic à Bordeaux, on va voir. C'est pas certain qui repasse sur Mic. Non mais ça dépendra mais après, vous disiez par exemple... Oui, mais ça reste le partenaire de la gauche. Vous preniez l'exemple de Roubaix. Moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de Roubaix en France. Parce que Roubaix, c'est David Guiraud qui devrait gagner la commune. Mais je pense que beaucoup de communes, on parlait de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure, vont être gagnées par LFI. Beaucoup de villes... où LFI cible la clientèle électorale, vont passer, à mon avis, dans l'escarcelle de LFI. C'est ce qu'on peut penser. Et je pense que c'est ce qui va se passer. En fait, il y en aura, mais il y en aura proportionnellement sur le pays. En fait, elles sont pas nombreuses. Là où je pense que Françoise j'attends de voir, c'est qu'une des théories de Françoise, c'est de dire que la France insoumise est là notamment pour faire perdre les listes de gauche. Et notamment, on a cité notamment Paris et Marseille. Bon, Paris étant un peu particulier, on va voir si Paris ou à Marseille, finalement, la France insoumise s'associe ou non, ou ne serait-ce que se retire au second tour. Ça, c'est un vrai sujet. Sophia Chikirou, vous pouvez être sûr que si elle est au-dessus de 10, même 1,1, elle se maintiendra. Si je peux me permettre, je suis pas certain. Si je peux me permettre, là où ça va être intéressant de regarder, c'est à Strasbourg, puisque le candidat LFI de Strasbourg est l'ancien porte-parole de la Jeune Garde. C'est là où ça va être intéressant de voir. De changer d'ici là, peut-être. Vous verrez qu'il a retiré de Jeune Garde de son profil Twitter. Vous verrez qu'il n'y aura aucune ambiguïté, ni à Paris, ni à Strasbourg. Je mets ma tête à couper, vous verrez. Merci en tout cas. Et j'en ai qu'une, donc je tiens à la garder. Il y a tellement plein, il y a tellement de choses dedans. Il faudrait faire le ménage. Là, vous flattez. Qu'est-ce que vous êtes méchant? C'est la jalousie, François. Vous le savez très bien qu'il est jaloux de vous. Bien entendu. Bah oui, c'est ça. Allez, dans un instant, les amis, écoutez bien. Enrôlez-vous dans les mais c'était pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. On l'a ou on l'a pas? On l'a pas. On l'aura dans quelques instants. Donc, dans un instant, la France qui bat son record de médailles au JO d'hiver. Frédéric Brindel sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix comme tous les soirs jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe David, vous êtes content ?
Ah bah je suis content, surtout avec l'info du jour en plus. Bah oui, avec Françoise Degois, vous êtes content? Mais oui. Bon, on discute, on se discute, on se dispute pas trop aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est calme. Je suis même très étonnée, j'ai peur que ça parte. On a déjà débattu hier matin, donc on était échauffés. Ouais. Pas plusieurs fois par semaine, soyons clairs. Et Domenico Cotron qui est avec nous. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Écoutez ce son. On va battre notre record de médailles grâce à ces 4 garçons, ces 4 fantastiques. Une 16e médaille pour la France alors que les Jeux ne sont pas terminés. C'est un record. Une 8e médaille olympique pour Quentin Fillon-Maillet. C'est du jamais vu. Et regardez l'équipe de France qui en termine. Yes, ils ont gagné 4-4. Et ils ont terminé. Comment on fait Cocorico? Et donc, on a pris le meilleur pour en parler. Frédéric Brundel est avec nous, génial. Journaliste spécialiste du sport que vous retrouvez le samedi à 20h dans Les Champions sur Sud Radio. Frédéric Brundel, bonsoir. Bonsoir les vrais voix. Ah bah voilà, Frédéric Brundel arrive. Pour moi, mais bien possible. Entendu que c'est pour vous, Frédéric Brundel. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Frédéric? Vous savez que dans Champions, on a eu Antoine Deneria samedi dernier qui fêtait les 20 ans de sa médaille d'or, le dernier Français champion olympique de descente. C'était dans Champions. Absolument. Et vous faites bien de le rappeler parce que ça se réécoute en podcast. Hein, je tiens à vous le dire. Et la France qui bat son record de médailles. Et puis l'équipe de France masculine de biathlon qui a été sacrée championne olympique. On s'attendait quand même à autant de... On l'espérait, mais franchement, est-ce qu'on s'attendait à autant de médailles, Frédéric ? Oui, d'une certaine manière, parce que on a un sport fort qui est le biathlon. Et avant, dans les Jeux d'été, on se disait tiens, avec nos sports forts, c'est-à-dire l'escrime, le cyclisme, etc., on savait qu'on avait ce capital de médailles. Donc là, on le savait avec le biathlon. Évidemment, je vais vous reparler de la belle incertitude du sport, aussi de la contre-performance collective de nos skieurs alpins. Bien sûr. Une seule médaille, Roman Miradoli. Donc, quand on pèse la balance, on se dit que, oui, effectivement, c'est une belle surprise. Et Frédéric, moi, j'ai regardé la course. Expliquez-moi ce qui est arrivé à Emilien. Comment, à un moment donné, il est 13e. Quel turbo il met dans sa tête pour remonter. Non, mais parce que c'est son tempérament. Mais ça, c'est sublime. Je pense que c'est une des plus belles remontadas, en fait, du sport. Parce qu'on a dit qu'on en parlerait dans les vraies voix s'il gagnait, c'est pour ça. Alors, dans l'ordre, il y a eu Fabien Claude qui a perdu 50 secondes. C'est le problème du biathlon. Vous savez que si vous vous loupez au tir, bien sûr. Vous prenez cher. Émilien Jacquelin était justement celui qui réamorce, mais encore fallait-il après que Quentin Fillon-Maillet résiste, parce que en face de lui, il y avait le meilleur Suédois, le meilleur Norvégien, et puis Éric Perrault pour terminer. Pour répondre précisément, François, c'est que c'est comme Claude François, ça s'en va et ça revient. Non, mais ce qui reste... On a les mêmes. Hein. J'enlève pas Quentin Maillet, mais ce qui reste quand même de cette course, c'est la folie Émilien. Objectivement, on est très très loin. Et il y a une espèce de... Je sais pas, vous avez fait du sport, vous êtes un grand commentateur sportif, je ne sais pas d'où lui vient cette énergie. Je blague. Alors, elle s'explique de plusieurs manières. Si on se concentre vraiment sur sa performance individuelle, il y a peut-être le fait de je dois tout relâcher. Et bien souvent, quand on est en position de favori, qu'on part devant, on a une énorme pression. Là, comme Fabien Claude s'était loupé, en fait, il lâche tout. Et puis après, comme Françoise, il y a 4 relayeurs par équipe. En général, ce ne sont pas les meilleurs sur le deuxième relais. Bien sûr. Et Emilien profite aussi d'une concurrence peut-être un peu moindre. Voilà. Mais alors chapeau aussi à Quentin Fillon-Maillet, parce que bien sûr. Oui. Ça fait Éric Perrault médailles, c'est le record, il égale le record. Alors bon, Philippe David était né, les escrimeurs Philippe Catio et Roger Ducré dans les années 30. Oui. La vache. Philippe est au courant. Quel salaud. Là, vous m'avez vraiment sabré. Oui, bien vu. Mais effectivement, 8 médailles sur plusieurs Olympiades, évidemment, c'est un record. Mais là, encore une fois, moi, je voudrais quand même attirer votre attention qu'il y a toujours un petit risque sur les comparaisons, etc. Tenez, par exemple, on bat notre record, mais sur cette édition des Jeux Olympiques d'hiver, on a des épreuves en plus.
comme le ski alpinisme d'ailleurs, qui va arriver, et on attend d'autres médailles. Sur certaines autres éditions, il y en a un peu moins. Après, sur la comparaison, à travers les époques, souvenez-vous de nos 2 Olympiades hivernales, Grenoble 68 et Albertville 92. On a cartonné, mais 9 médailles seulement, parce qu'il y avait moins d'épreuves. Il nous reste 40 secondes, Frédéric Brindel. Forcément, on pense aux Alpes et à 2030. Est-ce que ça veut dire que on peut imaginer quand même de battre encore un record, et en plus chez nous? C'est tout le but. On a vu qu'avec Paris 2024, sur les Jeux d'été, la France était capable de se sublimer. D'ailleurs, 64 médailles, hein, mais il n'y a pas le même nombre d'épreuves, bien sûr. Bien entendu. Voilà. Après, les Alpes 2030, il faudra encore qu'on ait un bon comité d'organisation. Non, mais Frédéric, en train de tomber les unes après les autres, et là, c'est une autre chose. Elle est super, la question de Cécile, parce que la vérité, c'est que si on remonte au tableau, en fait, on est loin derrière la Norvège et l'Italie. Mais la réalité, si vous voulez, on est 5e ou 6e. Mais on est 6e ex-aequo avec l'Autriche à 16 médailles. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes les recordman de la nation qui arrive 4e. Non, mais je blague pas. C'est fini, Françoise. C'est nous qui arrivons 4e. C'est ça qu'il faut changer ou pas? Non, en 4e, en premier, surtout. C'est vrai que la Norvège en est à 30 médailles. Je parle pas de ça, je parle de notre. On est à 24. On n'a plus le temps, Françoise. Franchement, la France, avec ses 4e places, c'est aussi honorable. Et on fera mieux et on peut faire mieux. Voilà, on a gagné. De toute façon, c'est important. Ces 16 médailles, on est déjà très contents. Merci beaucoup, Frédéric Brindel. En tout cas, on vous retrouve. C'était un plaisir. On vous retrouve samedi, bien entendu, et avec grand plaisir dans Champion sur Sud Radio. Restez avec nous tout de suite. Alerte. Et moi, j'ai le sourire aux lèvres quand j'entends ce bruit. Avec Flavio qui est avec nous. Bonsoir, Flavio. Vous êtes là, Flavio? Le bon Flavio est. Normalement, il est là, oui. Non, il est là, Flavio. Vous êtes là? Il est en train de. Oui, bonsoir Flavio. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio comme tous les jours, parce que tous les jours vous levez un lièvre, si j'ai envie de le dire, et je le dis d'ailleurs. Aujourd'hui, on a une belle vidéo. Ouais. Une belle avec quelqu'un qui va en véhicule qui est HS. Voilà, oui. Mais qui roule. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est toujours très confusant, ces arnaques. Et donc, du coup, vous téléphonez pour comprendre l'annonce. Et puis, à chaque fois, c'est une belle surprise. On écoute. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour le véhicule avant. Je vois dans le titre, il y a marqué voiture HS mais roule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est endommagée mais que tu n'oserais pas, mon copain. Ok. Donc elle roule ou pas? Oui, elle roule. Elle roule. Parce que là sur les images, elle a l'air quand même bien endommagée. Il s'est passé quoi? Mon petit neveu, il a mangé l'auto. Ouais, il roulait, il s'est pas bien roulé et il a mangé l'auto, quoi. Il a cartonné. Ok. Mais il y a un char qui lui a roulé dessus ou? Non, mon neveu, il a retourné l'auto. Il a retourné, quoi, normal. Et du coup, elle est dans cet état-là, quoi, mon copain. Ok. J'imagine elle est vendue sans le contrôle technique. C'est mon cousin qui a le contrôle technique. On te fait passer sans souci, mon copain. Si c'est ça le problème, il est résolu. Nickel, avec contrôle technique, quoi. Et par contre, le prix, là, 4300 €, c'est un peu cher pour le... Non, c'est pas cher, mon copain, c'est le prix du marché. Tout est cher aujourd'hui, hein. Tu prends une voiture, elle est cassée, tu prends les pièces, mon copain, ça coûte cher. Hein. Ok. Donc, il y aura toujours du bénéfice à faire dessus. Hein. Ouais. Et le paiement, j'imagine, virement, chèque... Espèce, mon copain, que du cash chez nous. Bien sûr. Que du cash. On pas autre chose. Voilà. Je vais me renseigner, puis si jamais je vous rappelle. Hein. Ok, mon ami, tu me tiens au courant. Bonne journée. C'est ça. Flavio, j'ai un problème avec vous, c'est que systématiquement, vous leur dites que vous allez vous renseigner et que vous allez les rappeler, vous rappelez jamais, en fait. Non, je rappelle jamais, non. C'est vrai que là, si elle a fait des taux d'eau, en plus, on peut supposer qu'il y a de gros travaux de tôlerie. Hein. Et puis la direction, l'arbre à cam, tout ça, c'est du délire. L'arbre de direction, pas un cam, un cam sur le moteur. Non, mais attendez. 4500 € pour une voiture. Et vous avez, Flavio, vous avez vu que vous êtes son copain et à la fin, vous êtes son ami. Ouais, c'est ça. Il y a une évolution. Mais quand même, ça monte dans les sentiments. Voilà. Ça. Faites gaffe, ils vont finir par vous retrouver, hein, Flavio, avec ces bêtises-là. Hein? Bon, avec des copains, ça va. Ouais, allez.
Bon, ben, merci copain, comme on dit. Hein. Allez, salut frérot. Ça roule. En tout cas, à retrouver bien entendu en podcast sur Sud Radio. On est ravis de l'accueillir tous les jours. Le beau Flavio sur Instagram. Je vous incite à regarder ses vidéos. Un moment de déprime et pouf, et tout va beaucoup mieux en tout cas. Ce chasseur d'arnaque, on l'adore. On vous retrouve bien entendu demain. Et qu'est-ce qu'on dit, Flavio ? Bravo! Vivement demain! Vivement demain! Allez, salut! Allez, on fait une petite pause. La radio, le journal, et on revient dans un instant. Françoise de Gois, bien entendu. Ça va, ma Françoise? Ça va super bien. Je suis très contente aujourd'hui. Et il est bien, ce petit Domenico. Il faudrait qu'il parle un peu plus. Oui, mais le lancez pas. Mon tour va arriver, François. C'est le principe des vases communicants, comme en physique. Notre futur journaliste Domenico Cotron est avec nous et on est très heureux de l'accueillir. Le plaisir partagé. Thème Samani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers, et vous au 0826 300 300 avec Zach qui vous attend bien entendu. En attendant, c'est Philippe David et c'est son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 5e arrondissement de Paris. Pourquoi le 5e arrondissement de Paris ? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve la Sorbonne et qu'une décision prise par la section disciplinaire de l'université m'a laissé pantois. En effet, une étudiante y a comparu en novembre pour avoir, en septembre dernier, radié les étudiants ayant un nom ou un prénom à consonance juive d'une boucle Instagram avec ce commentaire, début de citation: « S'il y a d'autres sionistes dans ce groupe en plus de ceux que j'ai déjà jetés, on ne veut pas de vous ici », avec un emoji de drapeau palestinien. L'université avait porté plainte, une audience au correctionnel aura lieu demain et convoqué un conseil de discipline qui s'est réuni en novembre et dont la décision a été rendue hier. Verdict: aucune sanction pour l'étudiante. Une absence de sanction qui s'explique peut-être par le fait que les instances disciplinaires dans les universités sont composées à parité d'étudiants et d'enseignants et que la direction n'y a pas son mot à dire. À titre de réaction, la présidente de la section disciplinaire estime qu'elle, début de citation, n'a pas à donner d'avis sur des actes ou des propos qui se tiennent sur des groupes privés, ce d'autant que la rentrée universitaire n'avait pas encore eu lieu au moment de cette affaire. On sait désormais que Ponce Pilate n'officie plus à Jérusalem mais à Paris et qu'il s'est réincarné sous les traits d'une femme. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, a réagi en affirmant, je cite, que l'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit, et systématiquement, le procureur est saisi par le recteur de l'université. Derrière, des sanctions doivent être prises et il n'y a pas de place pour la moindre lâcheté sur ces sujets et je veux que tout le monde soit mobilisé. Fin de citation. Un appel a été fait contre la décision de l'instance disciplinaire de l'université. Reste désormais à espérer que tant l'instance d'appel que le tribunal seront moins laxistes face à un acte que je trouve totalement dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis d'accord à 10 000% avec Philippe. C'est juste totalement inacceptable. Ah ben oui. C'est-à-dire que vraiment, en plus, les arguments pour justifier la non-sanction sont fallacieux. Ah oui, ça, on est d'accord. Ils sont capillotractés, ils sont fumeux. C'est vraiment complètement indigne. C'est vraiment indigne. Mais honnêtement, hein, je ne sais pas comment. C'est pas très courageux, surtout. Ah bah oui, C'est indigne, en fait. Et puis c'est idéologique aussi. Voilà. Non, mais donc l'argument qui consiste à dire nous n'avons pas regardé ce qui se passait. Dans ces cas-là, pourquoi vous vous saisissez ? C'est ça. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas se saisir et de laisser la justice faire. Mais dans ces cas-là, si vous vous saisissez, cet argument-là, pour moi, ne tient pas. Absolument. C'est ça. Mais j'espère que la justice va vraiment se saisir vraiment du problème. Il y a une audience demain. Je vous redonne la parole. J'espère vraiment que ça va être puni, mais vraiment. Et quand je vois certaines décisions, on va dire aberrantes, qu'il peut y avoir en ce moment, où il n'y a pas de caractère antisémite qui sont retenus sur certaines décisions, bien d'accord. J'ai un gros doute sur l'issue, malheureusement, de ce qui va se tenir demain. Mais c'est vraiment de l'antisémitisme débridé, quoi. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme aujourd'hui est totalement débridé. C'est totalement. Ouais, mais là, on est. Alors, c'est avec le faux nez de l'antisionisme. Vous vous rendez compte quand même que Rima Hassan, dans la nuit de dimanche à lundi, après la mort de Quentin, a quand même osé tweeter que le lobby pro-israélien était en œuvre dans les médias, carrément pour l'empêcher, elle, de continuer à faire
des conférences sur le génocide palestinien. C'est absolument délirant. C'est-à-dire que comment tout est à l'avenant, tout est à volo. Comment voulez-vous être pertinent sur l'antisémitisme avec les mômes? L'exemple vient d'en haut. Quand vous avez une université aussi prestigieuse que la Sorbonne c'est pas l'université de. Je crois que c'est la plus vieille université française, il me semble. Voilà, c'est pas le truc de Poules-les-Écharmeaux ou je sais pas. Non mais je veux dire, j'adore Poules-les-Écharmeaux. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Mais bon, Poules-les-Écharmeaux by night, c'est fabuleux. Je pense que ça existe. Mais quand vous avez vraiment ce qui correspond, si vous voulez, à l'autorité morale, intellectuelle, la Sorbonne, la vie politique, où tout est à volo, comment voulez-vous qu'on puisse arriver à exprimer les choses avec les mômes? Moi, je suis un môme, je regarde ça, je dis, je peux y aller, sale juif, t'as le nez crochu, et vas-y, t'as du fric, enfin, toutes les raisons qui ont conduit au massacre d'Ilan Halimi, par exemple. Oui. Il est juif, il est riche. Voilà. Je n'arrive pas à imaginer autrement que les universités puissent être neutres. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elles seraient engagées ou à droite ou à gauche. Bon, pour moi, ça devrait être la neutralité totale. Mais normalement, c'est la base. Mais quand se passe. Oui, mais à ce moment-là, quand vous faites venir, Rima Hassan, vous faites venir quelqu'un d'autre du. Alors pour moi, il y a même pas. Ils ont même pas à intervenir en fait. Rima Hassan n'est pas une conférencière. Attention. Donc elle n'a pas à intervenir. Non, mais après, si c'est un choix politique, mais au moins la parité. C'est pas l'université qui a invité, dans le cas d'Espèce, notamment à Lyon, qui a invité Rima Hassan. C'est une organisation étudiante. Membre de cette dont les étudiants étudient dans cette université. Au sein, c'est pareil. Sauf qu'il y a en France, on a une liberté qui est, j'allais presque dire, sacrée en termes de liberté justement dans le supérieur. Et ça pose problème. J'ai pas dit que c'était forcément bien, mais en tout cas, c'est comme ça que notre pays est construit pour l'instant. Vous avez raison. Oui, ça n'empêche pas d'avoir la parité. Vous avez raison dans la liberté, le libre arbitre des étudiants, tout ça c'est sacré. Vous avez raison dans ce que vous dites. Mais Sciences Po à Paris a refusé que Rima Hassan vienne. Donc Sciences Po Lyon devait refuser que Rima Hassan vienne. Rima Hassan n'a rien à faire. Ils sont pas à leur premier fait. Non, mais voilà. Et de toute façon, et de la même manière que aucun dirigeant d'extrême droite n'a à venir donner des conférences dans les universités. Absolument, c'est la même chose. Pierrot n'est pas mieux que Margot. En tout cas, ce coup de gueule est à réécouter si vous le voulez et à partager sur nos réseaux sociaux et en podcast. Dans un instant, nous allons encore nommer un de nos éditeurs ministre, et ce sera le ministre chargé des relations avec le Parlement. Et puis juste derrière, le qui c'est qui l'a dit. C'est pas mal. Et qui va gagner? Il y a du lourd ce soir, je pense. Ouais, on verra. Allez, à tout de suite. Et je n'ai été corrompu par personne. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Et nous sommes ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. C'est la pause tranquille, la pause café. C'est-à-dire que c'est une pause café qui dure 2 heures. Non, c'est bien. En plus, la pause. Je peux comprendre que ça puisse déranger certains. On a eu très gentiment une petite part de 4 quarts. Voilà, exactement. Mais comment ça, moi j'en ai pas eu. Vous êtes sorti, Philippe a pris la part de tout le monde en fait. Mais c'est Antonin qui s'occupe du web pour nous, qui nous fait croire depuis tout à l'heure que c'est sa mère qui a fait le 4x4, alors qu'il y a un cellophane dessus, je le rappelle. Quand même. Mais on veut bien croire à cette histoire. Moi je me lève là, excusez-moi. Allez, je crois que sa maman elle s'appelle Kerkadelac. Oui. Ça doit être breton. Il raconte à tout le monde que c'est son anniversaire, donc il attend des cadeaux et ça n'est absolument pas son anniversaire. En attendant. Il y a un truc pour couper? Oui, il y a un truc pour couper, Françoise. Installez-vous. Je crois qu'il y a eu une capture du gâteau. En attendant, Françoise. Vous pouvez reprendre l'émission. On a une nomination importante à faire, puisque. Ce soir, nous allons nommer le ministre chargé des relations avec le Parlement. Bon courage. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est Yann de Bayonne qui est avec nous, qui vient d'être nommé à la charge de ces relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre. Bonsoir David, bonsoir tout le plateau. Bonsoir. Merci de m'accueillir après cette nomination toute fraîche. Oh, Félicitations. Bravo. Allez-vous être exemplaire? On attend bien entendu vos premières déclarations depuis cette nomination. Alors j'ai pris une grande décision, c'est que j'enferme tous nos chers parlementaires. Et ils ont le temps qu'ils veulent, mais par contre, ils épluchent toutes les normes. Ils n'en gardent que 35%, parce qu'il y en a assez, et ils les font appliquer.
pour une fois, on applique, on simplifie, parce que ils nous pondent une loi par jour, une loi toutes les 2 heures. Finalement, elles sont pas adaptées, elles sont pas certaines pas promulguées, sauf voilà. Il faut les promulguer. C'est la faute de Macron, en règle générale, souvent. On y met des normes, on nous met des normes, et plus personne sait ce qu'elles représentent. Par contre, on va simplifier les choses. Alors simplification, François. C'est François Hollande, ça, le champ de simplification. J'imagine le conclave avec 577 députés. Le même principe. Déjà, vous les mettez où? Alors, attendez, vous n'avez pas fini, monsieur le ministre. Pardon. Si, il avait terminé. À la schlag. Ah oui, le même principe qu'un conclave. Tant qu'ils sont pas d'accord, tant qu'ils n'ont pas fait le travail, ils sont payés pour. On les sort pas de là. Et pas de petits fours au pain et à l'eau. Voilà. Le conclave avec la fumée blanche. J'ai bien peur d'une chose, c'est qu'on aille très rapidement vers la dissolution dans ce cas-là. Oui, mais vous savez quand même que... des solutions près. Non, mais à la décharge quand même des parlementaires, vous savez très bien que les parlementaires votent des lois, souvent restent très longtemps sur des grands textes, ils passent après au tamis du Conseil constitutionnel et il faut que le président de la République les promulgue. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas non plus responsables. Je vous rappelle quand même que le CPE, il passe au 49.3 par Dominique Villepin et 2 jours après, Jacques Chirac l'annule. Donc, non mais vous vous souvenez quand même ce truc. Oui, mais François, il y a quand même des normes de normes. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, il y a un texte qui est promulgué, et puis finalement, il y a un truc qui vient, et les juristes se tirent, s'arrachent les cheveux. C'est-à-dire que vous obligez, sous la menace, les parlementaires à légiférer en votre faveur. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ça s'appelle un dictateur, en fait. Non, du tout. Laissez-le parler. Pas de menace au pain sec et pas de menace, vous allez voir. L'esprit primaire va revenir. Quand ils seront privés de petits fours, de caviar et de sièges à 20 000 euros. Non mais, pour parler sérieusement, monsieur le ministre et ceux qui nous entourent, est-ce qu'il n'a pas un peu raison de dire que, bien sûr, 100% franchement, parfois c'est très compliqué. J'étais artisan dans le bâtiment, donc au niveau des normes, je peux vous garantir qu'il y en a plus que trop. Et je pense que notre ministre soit était un ancien artisan, soit doit être un ancien agriculteur, mais des normes dans ce pays, il y en a trop. Il y a des normes européennes, plus des normes françaises, plus les normes françaises qu'on remet sur les normes européennes. Non mais d'ailleurs, j'en profite puisque nous sommes en pleine élection municipale. Les maires s'arrachent les cheveux. Ok, ils s'arrachent tous les cheveux, mais vous savez quand même que sauf Philippe David, c'est pas possible. Ce qu'il n'en a pas. Et Domenico n'est pas loin de ne pas pouvoir s'en arracher les cheveux. Allez. Non, j'entends tout ce que vous dites. Me regarder. Là, il a des cheveux magnifiques, notre ami. Mais en tout cas, non, au-delà de ça, je préfère qu'il y ait plus de lois que pas assez. Vous savez, ce que je considère comme être vraiment le pilier véritablement de la démocratie, c'est la justice et c'est la loi. C'est ce qui fait la différence entre nous et des régimes illibéraux. Donc, ok, il y a peut-être trop de normes. Oui, mais il ne faut pas que la loi soit déloyale à l'endroit de certains métiers et de certains... Voilà, déloyale peut-être, mais dans sa globalité, je pense quand même que c'est ce qui fait qu'on est un pays civilisé. Non, la seule chose, c'est qu'il demande que ce soit un peu réduit. Vous vous rendez compte comment il le demande? Il les parque dans un conclave, déjà. En tout cas, Françoise, c'est notre ministre des Relations avec le Parlement. Moi, je l'adoube. Moi pas du tout. Et je vais vous dire une chose, ce ministre qui vient de Bayonne ne prendra pas les Français pour des jambons. Pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et les Français l'enverront pas au plot. Oh là là. Faites attention, vous allez m'avoir à vos basques. C'est un festival. Ouais, bon, d'accord, d'accord. C'est les fêtes de Bayonne, là. Yann, emmenez-moi avec vous. Allons faire les fêtes de Bayonne. C'est sûr. On fait les fêtes de Bayonne, mais une fois par mois. Voilà. Et en fait, non mais Yann, parce que nous on est du Sud-Ouest, Philippe David et moi, donc en fait on fait les fêtes de Bayonne une fois par mois, mais les fêtes durent à peu près entre 10 et 12 jours. C'est ça. Et le temps qu'on se remet, on récupère. On est à la prochaine. En tout cas, vous ferez un très bon ministre chargé des relations avec le Parlement. En tout cas, merci d'avoir accepté d'endosser ce rôle avec autant de talent et d'humour. Effectivement, vous avez raison. Vous resterez dans les annales, comme on dit, bien entendu. Quoi ? Non, rien.
Non mais lui, les annales. Non mais vraiment c'est dingue. Hein. Il est quand même très pipi caca. Il est resté coincé à un stade. Il s'est cru chez Brigitte Lahaie. Il est à un stade anal en fait. Il faudrait quand même que j'appelle Sophie, sa compagne, parce qu'il y a un sujet. Oui, il y a un sujet. C'est pas un sujet, c'est une conférence qui vous a. Allez, merci beaucoup Yann. Tout de suite le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais qui c'est qui l'a dit? Et justement, qui c'est qui l'a dit, chers amis? Le réarmement allemand est très inquiétant. Ils veulent nous voler la bombe atomique. Alors ça, c'est plutôt l'extrême droite. Bonne réponse de Domenico. Jean-Philippe Tanguy, député RN. C'était ce matin sur Sud Radio. Ils veulent nous voler la bombe. Qui c'est qui l'a dit? Quand vous êtes sous tutelle, vous n'avez pas le droit de signer un chèque et vous aurez le droit de demander l'euthanasie. Un député très connu qui est venu sur Sud Radio. Philippe Juvin. Bonne réponse de Françoise Degois. Avec Jean-François Aquili hier. Député. Absolument. Mais là, c'était aujourd'hui qu'il l'a dit. LR. Qui c'est qui l'a dit? Depuis 2022, la violence politique est profondément du côté de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon. Non. Bompard. Non. Bompard. Mathilde Panot. Non. Ah bon, bah alors on a fait. Vanier. Non. Léaumont. Non. Porte. Non. On va pas tous les faire. Indice. La femelle du. Chikirou. Non, attendez. Laissez-moi. Le masculin de poule. Coquerel. Voilà, Coquerel. Non, mais c'est un demi-point. Il y en a deux, il y a Aurélien Lecoq aussi. Ah oui, il y a Aurélien Lecoq. Non, mais Coquerel, moi j'ai dit Coquerel. Elle a dit Coquerel. C'est un petit coq. Qui c'est qui l'a dit? La milice de Mélenchon et de LFI a tué. La milice. Ils l'ont tous dit. Marion Maréchal. Bonne réponse de Domenico. 2-2. Balle au centre. Qui c'est qui l'a dit? Il était le leader de la jeune garde. C'est la raison pour laquelle il est député LFI. C'est un remerciement pour service rendu. Ça c'est dur. C'est Retailleau, Bruno Retailleau? Non, c'est pas le même parti. Non, c'est un député tête de liste dans une très grande ville. Éric Ciotti. Non. Tête de liste dans une très grande ville. Ah oui, c'est la deuxième ville de France. Marseille, c'est Payan, non, mais c'est Vassal, donc c'est Alizio. Elle a été un poil plus rapide. Député RN. Qui c'est qui l'a dit? Alors là, c'est la question culture. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est beau cette phrase. Ça pourrait être Einstein, par exemple. Bonne réponse de Françoise Degois. Albert. J'ai pas triché. Non, mais parce que peut-être j'ai un peu de culture, non? Vous avez vu Farid dans le coin? Il y a un alerte enlèvement. Vous avez vu comment il balance sur les copains? La méchanceté. Mais en fait, c'est comme vous êtes sur le plateau pour la première fois. Ah non, c'est la quatrième. Non mais attention, c'est parce que c'est un journaliste d'investigation. C'est pour ça. Question, qui c'est qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon cherchera à prendre le pouvoir par tous les moyens. C'est un député qu'on voit très souvent dans les médias, un peu partout. Macroniste. Ah bon? Macroniste. Ouais. Oui, et qui a un nom un peu british. British. Anglais. Un nom un peu anglais. Et c'est un député. Et il vient d'un parti, j'ai envie de dire, atomique. Un parti atomique? Un député macroniste. Ah non, le jeu de mots, là, là c'est très bon. Ah bah. Là, non, mais vous allez comprendre. Son prénom est Charles. Aznavour. C'est pas Charles de Course. Donc pourquoi je dis atomique? Parce qu'il vient des EPR. Oui, groupe EPR. Non, mais vous allez c'est Charles Rodwell. On ne connaît pas Charles Rodwell. Il fait tous les plateaux de télé, de radio. Mais d'où? Mais vous nous décevez. Mais vous nous décevez. Charles Rodwell. Allez, c'est fini. Eh bien écoutez, Françoise Degois 4. Domenico Cotrone 2. Bravo. Ça diminue à chaque fois. Et Farid Temsamani. Farid avec un F comme Fanny. Voilà. Rien. Nada. Que dalle. Vous avez fait un mouvement de grève? Non, attendez. Un petit mot peut-être, Farid? Ben, le principal est Je remercie ma famille. Voilà. On dirait l'équipe de France de ski alpin là. Et donc quand vous mangez votre 4 quarts, faites-le en silence. C'est vrai. Dans un instant, la question du soir. 59% des Français préféreraient voir leurs impôts baisser plutôt que d'augmenter les moyens de services publics, Philippe. Et on vous pose cette question. Préférez-vous payer moins d'impôts ou plus de services publics? Eh bien, à 80%, vous voulez payer moins d'impôts, vous voulez réagir, et ça ne vous coûtera que 5 centimes TTC, le 0826 300 300. Et on fait une petite pause, on revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 19h. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio.
Cédric de Narbonne est avec nous pour savoir si LFI doit être classé comme un parti d'extrême gauche. Si aujourd'hui vous aviez un parti autre que LFI pour prendre de telles positions sur l'antisémitisme, tout le monde s'insurgerait. Pour dire que Domenico était un auditeur de Sud Radio et qui a eu envie d'être une vraie voix, une fois. Et il a aimé, il est revenu 3-4 fois. Donc si, comme Domenico, vous avez très envie de débattre avec des gens un peu plus confirmés comme Françoise Degois ou avec Farid Temsamani autour de cette table, eh ben on serait ravis de vous accueillir. Et pour ça, vous appelez Zach 0826 300 300. C'est comme ça que vous avez fait ? C'est exactement comme ça que j'ai fait. Et vous avez dit, je veux voir Cécile en vrai, c'est ça ? Oui. Oui. Le mec ne veut pas mentir à la préfète. Non. On a également Pascal Giral, qui est un auditeur qui est devenu absolument Pascal Giral, un chef d'entreprise aussi. Comme quoi la famille Sud Radio s'étend encore à monsieur et madame tout le monde. Vous êtes les bienvenus, vous avez envie de débattre avec nous ici dans le studio ou en tout cas par téléphone. Et ben en tout cas on vous accepte avec grand plaisir. Je conseille à tout le monde de le faire parce que franchement c'est vraiment génial et toute l'équipe, même ceux qu'on n'entend pas, sont vraiment au top. Même Philippe David. Même Philippe David. D'accord. Il l'a dit avec une petite voix. Hein. Oui, surtout Philippe David. Allez, on y va. Si, il m'a pas assez flatté. Non. On verra après. Les amis, c'est la question du soir. Je trouve que à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Payer les taxes. Attention, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez taxes foncières, taxes immobilières, taxes professionnelles. Et donc 59% des Français préféreraient voir leurs impôts baisser plutôt que d'augmenter les moyens des services publics. Et c'est Frédéric d'Arcachon qui est avec nous au 0826 300 300. Bienvenue Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très fier de passer à cette chère radio. Eh ben, merci beaucoup Frédéric, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Compliments à vous tous. Ah oui, je sais, mais quand je monterai sur Paris, peut-être ça sera avec plaisir. On est partout en France, vous savez, nous on n'a pas vraiment d'emplacement, on est dans tous les territoires et c'est ce qu'on aime. Oui, je vous donnerai les produits du terroir d'Arcachon à nous apporter. Voilà. Non mais lui, il est comme Patrick Roger, il fait ses courses. Bientôt, vous allez nous surnommer les Morphalous. Voilà, c'est ça. Exactement. Frédéric, sur cette, quel est votre avis, vous ? Est-ce que vous préférez payer moins d'impôts ou plus de services publics ? Non, écoutez, dans l'État OSPI, au niveau des services publics, bon, je pense qu'il y a l'argent, il y a des moyens, il y en a. On ne sait plus gérer. De toute façon, c'est clair. On est le pays le plus fiscalisé au monde, quasiment. Hein, je crois que, il faut arrêter. Et tout ça pour un service qui n'est pas bon. Regardez, les hôpitaux fonctionnent mal, tout fonctionne mal, en fin de compte, dans beaucoup de cas. Et on augmente les prélèvements. Moi, je pense qu'il y a une remise à plat de tout ça. Vous avez l'augmentation des impôts des collectivités locales. C'est effrayant. Alors, écoutez, on ne peut plus rester comme ça. On a encore augmenté, je crois, de 15% le nombre de fonctionnaires, j'ai entendu. Non, mais écoutez, j'ai rien spécialement contre les fonctionnaires, mais plus il y en a, moins ça marche. Alors, c'est surtout les collectivités locales. Mais on ne peut pas rester comme ça. Mais ça veut dire quoi, Frédéric ? Il faudrait réorganiser, réfléchir des budgets. Ah oui, bien sûr. C'est ça ? Ah oui, il y a des choses à faire qui vont mal. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Il y a pas de mystère. Dans le plan, ce qu'on peut appeler le budget qui va être attribué au pays, il n'y a rien sur la réduction des dépenses. Il n'y a que des impôts supplémentaires. Mais Frédéric, pardon de vous couper. Est-ce que dans votre quotidien, il y a des choses où vous vous sentez empêché, c'est-à-dire la santé, par exemple, ou l'école, où il y a quelque chose où vous vous dites avant c'était pas comme ça et aujourd'hui j'ai l'impression de ramer pour obtenir quelque chose. Ah ben je dirais déjà au niveau de la santé, hein, c'est bien souvent un parcours du combattant pour trouver des consultations et tout ça. Enfin, la médecine, pour moi il y a un gros problème. Hein, il y a un gros problème dans le fonctionnement avec ces médecins qu'on nous oblige à avoir à la maison. Bon, tout ça, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Les hôpitaux, il y a des qui sont bien équipés, d'autres qui sont moins bien équipés. Je dirais là déjà c'est clair et net. Il y a un deuxième fonctionnement aussi
aussi qui ne va pas au niveau surtout local, c'est l'entretien des voiries et tout ça. C'est une catastrophe. Hein. Moi, je vois ici, c'est une catastrophe. Donc, il y a aussi des moyens pleins. Les communes n'arrêtent pas de lever des impôts. Et puis, au bout du compte, on voit que rien ne fonctionne. Donc, je pense que il y a vraiment une mise à plat. Il faut faire tapis et remonter tout. Alors, bougez pas, Frédéric. François, avant qu'on prenne Xavier, vous vouliez réagir? Frédéric, oui, j'entends tout ce que vous dites. Vous avez raison sur la santé. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans le fonctionnement même des hôpitaux, c'est-à-dire dans les personnels administratifs, alors qu'en fait, il faudrait mettre le paquet probablement sur les médecins. Et deuxième point, je défends vraiment les localités, qu'elles soient de gauche ou de droite, et les régions, ça n'a pas... L'État réduit drastiquement, et pas simplement depuis François Hollande, ça a commencé avec François Hollande, les dotations, et les communes sont obligées de compenser. Elles ne peuvent pas faire autrement. Emmanuel Macron s'est fait en grande partie élire sur la fin, comment dirais-je, de la taxe d'habitation. Et évidemment, chacun savait qu'un jour, il faudrait récupérer ailleurs ce cadeau. Et voilà ce qui a été fait. Allez, donc, à la décharge des communes. Voilà. Direction Florac avec... bougez pas, Frédéric, bougez pas. Xavier est avec nous. Bonsoir, Xavier, bienvenue. Bonsoir Sud Radio, bonsoir les vrais voix. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Xavier, quel est votre avis, vous? C'est de payer plus d'impôts ou vous préférez plus de services publics? Écoutez, nous on voudrait baisser les impôts à Florac, par exemple. Moi je suis candidat à la municipale, aux élections municipales qui arrivent, et on propose de baisser la taxe foncière de 10%. Parce que figurez-vous qu'on est dans une ville ouvrière. Alors faut pas parler, on est en pleine période de l'ARCOM des municipales. Ou alors il faut qu'on cite. Ou alors faut citer. Donc là, on est très embêtés. On est très embêtés. Je pense qu'on peut pas laisser un candidat parler, parce que sinon on va devoir donner des droits de réponse à tous les autres candidats. Absolument. Xavier, désolé, c'est pas nous, c'est l'ARCOM. C'est la période ARCOM, c'est pour ça que là on n'a pas le choix. C'est très compliqué. On va faire réagir Farid Temsamani. Pour rebondir un peu sur ce que disait l'auditeur, c'est qu'une bonne partie des communes dans notre pays, en fait, ont augmenté, si on prend la période des 6 dernières années, l'imposition vis-à-vis des citoyens. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens demandent un certain nombre de services. À juste titre, on parlait notamment de la voirie. C'est une catastrophe, les voiries. Le nombre de nids de poules. Mais oui. Alors, d'accord, traditionnellement, à la sortie de l'hiver ou en plein hiver, ça peut se comprendre, etc. Mais vous avez un certain nombre de territoires où il n'y a plus d'entretien de voirie. Enfin, je vous rappelle quand même que moi qui prends l'autoroute tous les jours, sur la 13, ou sur des comment ça s'appelle, d'autres autoroutes. Non, sur des autoroutes, il y a des nids de poules en plein milieu. Et pourtant, ce sont des sociétés privées. Exactement. Mais la vraie question, c'est l'utilisation qui est faite de l'impôt et notamment de ces ressources-là. Et là, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous avez les acteurs des communes qui vous disent, voilà, on n'en a pas suffisamment parce qu'il y a une masse salariale qui augmente, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui augmentent. Et de l'autre côté, en fait, les citoyens, c'est-à-dire le premier contributeur en termes de taxes, qui lui disait, mais j'en ai pas pour mon argent. Et c'est pour ça que les gens, d'où la question. Est-ce que l'on veut diminuer les impôts en général? Moi, je suis favorable parce que ça a été dit tout à l'heure. Alors, je suis pas sûr que ça soit sur la planète, mais en tout cas, globalement, en tout cas en Europe, on est sur la fourchette extrêmement haute d'imposition dans notre pays. La difficulté, c'est qu'on a l'impression de ne pas en avoir potentiellement pour nos impôts. Je pense que c'est pas une impression. Je pense que personne n'en a pour son argent aujourd'hui. Que ça soit à l'hôpital, que ça soit à l'école, que ça soit, on a parlé de la voirie, l'armée, etc. Et c'est pour ça que moi, on en a parlé la semaine dernière notamment, peut-être revoir un certain nombre de strates de notre pays. Françoise parlait tout à l'heure de l'hôpital où il fallait peut-être baisser un peu l'administratif au profit peut-être du médical à 100%. Voilà, il faut y réfléchir. Et on n'a pas l'impression, en tout cas, que dans notre pays, on en prenne la direction, en tout cas. Je pense, moi, personnellement, et c'est ce que je disais en préambule de l'émission, qu'il faut moins de services publics, moins d'impôts et moins de services publics et plus de privatisation. Vous avez évoqué l'autoroute. L'avantage de l'autoroute, l'inconvénient de l'autoroute, même si c'est du privé, c'est que, entre guillemets, beaucoup de gens sont obligés de la prendre. Donc ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. On parle des localités, tout ce qui est entretien d'espaces verts, etc. Ça sert à rien de laisser ça à des fonctionnaires. Donnez ça à une entreprise privée, faites un appel d'offres. Ça changerait rien, ça. Je suis pas sûr. Ça changerait rien. C'est la transmission des vases communicants. C'est-à-dire que ce que vous ne prenez pas directement aux citoyens, vous allez à la seule différence, et je vais fâcher quelques fonctionnaires, mais j'assume, c'est que ça va être fait dans les temps.
Voilà, vous aurez pas de gars qui sont au bord d'un rond-point avec la tête posée sur le râteau à discuter entre copains. Je vais finir. Non, François, je vais finir. Et pour moi, tant qu'on peut faire appel à du privé pour économiser de l'argent public, il faut le faire un maximum, que ça soit à l'échelle locale comme nationale. On a parlé de l'école, on a parlé des hôpitaux. Moi, personnellement, je suis pour l'hôpital privé. Voilà, pour les cliniques privées, pour les hôpitaux privés, et ça a été dit tout à l'heure. J'ai vécu aux États-Unis, là-bas tout est privé. Et excusez-moi, dans un hôpital, et je parle en connaissance de cause, je suis arrivé pour des calculs rénaux en 20 minutes, montre en main, j'avais prise de sang défectuée, test urinaire défectué, j'étais sous perf dans mon lit. Alors, mais il faut aller jusqu'au bout. Non, mais moi, faut aller jusqu'au bout. Quelle est votre assurance? Quelle est ton assurance? C'est le montant. Je payais $500 par mois pour 3 personnes. Et moi, j'ai une question. Est-ce que lorsque vous étiez aux États-Unis, vous avez bien coupé votre carte de sécurité sociale française? Alors, je vais même vous répondre. Non seulement elle est même pas coupée, c'est qu'on nous la coupe tout de suite à partir du moment où on se déclare résident fiscal ailleurs. On l'a coupée. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand on revient, et si Françoise, et quand on revient, et quand on revient. Mais vous racontez à partir du moment où vous êtes déclaré, à partir du moment où vous, François, je vais terminer. À partir du moment où vous êtes déclaré fiscalement aux États-Unis, la sécurité, on vous coupe la sécurité. C'est exactement ce que je répondais à Farid. Mais je vous disais, vous êtes en train de présenter les avis comme au médaille médicale. Par contre, quand on revient, Farid, nous Français qui avons cotisé, quand on revient, on a 3 mois de carence. Très bien. Moi j'aimerais pouvoir parler un peu parce qu'il reste 1 minute 30. Alors, j'ai une divergence avec Domenico. Pour moi, les autoroutes, il fallait les garder publiques puisque c'est un monopole. Absolument. Et que moi, je suis contre les monopoles privés. Non, je termine. Par contre, on m'expliquera pas qu'en France, on a toujours, entre les ministres, les secrétaires d'État, 45 ministres. Aux États-Unis, ils ont 15 ministres. Je pense qu'avec 15 ministères, c'est largement suffisant. Je termine sur un truc. Revoir totalement l'administration, parce que entre les communes, les communautés de communes, les métropoles, les départements, les régions, l'État, l'Europe... Je suis complètement d'accord. Moi, je ne suis pas dogmatique dans le sens où il faut tout donner au privé ou tout garder au public. Bien au contraire, il y a des choses que le privé fait beaucoup mieux que le public et il ne faut pas avoir peur de le donner. Sur les autoroutes, moi, je suis contre le fait que ça soit au public. Pour une raison très simple. Que ça soit qu'on les privatise. Non, moi je suis pour la privatisation des autoroutes. Ah d'accord, on n'est pas d'accord. Mais je vais vous dire pourquoi. Là où je suis contre, c'est lorsqu'on laisse aux opérateurs privés le soin d'augmenter comme ils veulent justement le tarif autoroutier. Là, ça pose un problème. Mais oui, mais c'est là qu'il y a une difficulté. Mais quand c'est public, c'est pas forcément mieux. On parlait tout à l'heure des nids de poules. Tout ce qui est géré notamment c'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et à un moment donné, il faut savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dogmatique sur ces questions-là. Il faut avoir de meilleurs services publics, mais une pression fiscale qui doit forcément diminuer. Je vais répondre à Domenico. 20 secondes. Vous faites partie des gens qui considèrent que Paris est très sale. Que Paris est très sale. Oui, vous faites partie de ces gens-là. Vous savez que la moitié de la propreté de la ville de Paris est déjà sous-traitée et déjà privatisée. Mais comme dans nombre de villes. Comme dans un grand nombre de villes. Donc l'histoire, ça me choque vraiment. Allez, c'est fini, l'histoire du cantonnier sur son râteau et qui fout rien au rond-point, c'est un peu vache quand même, franchement. Moi, je les vois bosser les éboueurs. Je l'ai dit et je l'assume. Mais moi, je peux vous en présenter, vous en montrer plusieurs. Merci en tout cas, merci mes amis, merci Frédéric d'Arcachon. Mais c'est moi qui... Il a bien mis le souk, lui. Il est excellent. Bravo Frédéric. Frédéric, on arrive donc pour le week-end à Arcachon à partir du 18 juillet jusqu'à fin septembre. Ça va? Très bien, impeccable. Voilà, impeccable. Vous préparez notre chambre. Préparez vraiment à manger pour Philippe David. Vraiment, je vous le dis. Non, l'été, je mange peu. Je fais attention à ma ligne. Il boit beaucoup. Tu bois beaucoup, c'est ça. On soignera la ligne avec Philippe. Ah bah très bien, je suis partant Frédéric. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup en tout cas. Merci Domenico Cotron, merci Françoise Degois, merci beaucoup Farid. Il y a la petite phrase du jour. Ah bah oui, il y a la phrase du jour. Je veux juste vous dire de façon sérieuse que dans le cas de l'assassinat de Quentin, 4 personnes viennent d'être interpellées. On parle de la petite phrase dans un instant. Pourquoi je l'oublie tout le temps celle-là? C'est pas possible. Hein. Pourtant, elle est chouette cette phrase. Hein, on en parle dans un instant. C'est un teasing. Hein. Je fais genre. Ça, c'est du teasing.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et Philippe Bilger qui pensait que l'émission était finie, donc je vous le dis, Philippe, l'émission n'était pas. Non, Philippe David. Absolument, je ne suis pas là aujourd'hui. Ma perspective, je serai là demain. Est-ce que vous pouvez parler en anglais, s'il vous plaît, Philippe? Tremendous. En tout cas, c'était ce matin au micro de Perico Légas dans la France, dans tous ses états. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. La gauche a abandonné le social au profit du sociétal. Je pars du principe que tout n'est pas à jeter, parce que c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ce qu'on appelle le wokisme, l'ultra-gauche, ça a différents noms, mais on sait tous ce que ça signifie. Au début, non seulement j'avais rien contre, mais je trouvais qu'il y avait certaines réflexions qui étaient larges et qui étaient intéressantes. Au fil du temps, c'est devenu ce que j'appelle un effet d'entonnoir. C'était Lucas Rajgroski, journaliste LCI et Marianne, auteur du livre De gauche à droite. C'est comme l'a rappelé Cécile, au micro de Perico Légas. Oui, moi je suis pas d'accord avec cette caricature. Il est de bon ton de dire que la gauche ne fait plus que du sociétal et pas de social. C'est pas vrai. Regardez la bataille qu'elle a menée, et je pense au PS et une partie des Verts aussi sur le budget. C'est une bataille sociale. La gauche se caractérise là-dessus. J'en ai marre de ces lieux communs sur le wokisme. Le wokisme est un vrai sujet aux États-Unis. Ce n'est absolument pas un sujet. On veut en faire un sujet en France. Donc justifier qu'on passe de la gauche à la droite, il pouvait trouver simplement autre chose et dire que voilà, ça ne lui convenait absolument plus. Mais les accusations que subit la gauche sont très souvent injustes. Et d'ailleurs, les électeurs s'y trompent pas parce qu'ils continuent à voter à gauche. La preuve, elle est arrivée en tête aux législatives. Je suis pas complètement d'accord, parce qu'on sait pertinemment que une large partie de l'électorat ouvrier aujourd'hui a basculé au Rassemblement national. C'est factuel. Je veux dire, quelles que soient les enquêtes avant et après élection, ça c'est une réalité. Et pourquoi ils ont basculé au Rassemblement national? Parce que dans les discours des partis traditionnellement de gauche, qui étaient essentiellement le parti communiste historique et ensuite le parti socialiste, en fait, ils ne leur parlent plus, tout simplement. Alors je dis pas partout, mais en tout cas globalement, ils ne leur parlent plus. Et le meilleur exemple, je suis désolé, c'est peut-être caricatural, Françoise, mais c'est François Hollande en 2012. Mon ennemi, c'est la finance. Oui, mais ça, c'est une trahison, ça s'appelle. Oui, mais l'électorat de gauche, ouvrier, j'entends, en fait, lui, il s'en souvient. Il y a Gandrange aussi. Il y a Gandrange aussi. Bien sûr. Gandrange, quand il promet je ne vous laisserai pas tomber. Moi, quelqu'un qui passe de gauche à droite, j'ai envie de lui dire c'est pas grave. En fait, tout le monde a le droit à une seconde chance. L'erreur est humaine, pas de problème. Maintenant, quand j'entends Françoise qui explique que la gauche, on va dire, gagne les élections, après les législatives, c'est vrai. Ouais, je pense pas, puisqu'il y a non seulement il n'y a pas de majorité, de deux, le bloc. Elle est arrivée dehors. Oui. Ça, je sais, c'est insupportable. C'est pas un problème, mais par contre, quand je regarde aujourd'hui le bloc de gauche à l'Assemblée, il est plus trop devant. C'est pareil, les amis, il y a le même nombre de députés, bien sûr. Merci Françoise de Gois, merci beaucoup Domenico Cotron, merci beaucoup Farid Temsamani. Dans un instant, François-Louis Bourneau avec Philippe David. Tous les sujets sont sur la table comme tous les soirs. On va parler, alors vous nous avez soumis ces sujets, vous pouvez appeler le 0826 300 300 ou envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Évidemment, la mort de Quentin, on en a parlé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous voulez parler des inondations qui sont terribles, notamment dans le sud-ouest, et également de la mort dramatique d'un enfant de 8 ans tué par un chauffard de 17 ans à Nîmes lors d'un refus d'obtempérer. Et en tout cas, j'en profite pour remercier Maxime Antonin qui remercie sa mère pour ce très bon 4x4. On remercie sa maman. François-Louis dans un instant avec Philippe David et Antoine, bien entendu. On se retrouve demain à partir de 17h. Très bonne émission avec Philippe David et François-Louis. Et juste derrière, vous retrouvez Magali Berda jusqu'à 21h. À demain, salut. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente